On l'a mis un jour. C'est ça. J'ai envoyé un message à ma mère. Je lui ai dit, je me fais tatouer le 19 et j'espère que tu es contente de le savoir. Elle m'a dit, je suis ravie. Putain, je sais plus comment elle s'appelle, l'éducatrice de Biocel. Silence. Ensuite, putain, comment elle s'appelle, Bélicie. Agathe, elle pense qu'on peut Donner, donner. la souris. Quand j'ai regardé sur le crat, ça marche pas. Je vais demander à Natacha. Comment il s'appelle déjà, Gilson? Putain, attends. Eric. Ok. Il a eu le Grand Prix INSERM 2019.
Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez correctement? Oui, oui, on vous entend très bien. Bon, la prochaine étape, c'est de partager l'écran. Qu'est-ce que je fais que quand je mets partager l'écran, ça ne marche pas. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Ok. Est-ce que c'est bon comme ça? Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, c'est parfait, on vous voit très bien. Donc, vous voyez l'écran? Oui. Bon, ben, vous me dites, dites-moi quand je peux commencer, ou peut-être maintenant, en fait. On attend un petit peu? Oui, on va attendre 18h05 pour être sûr, D'accord. si vous voulez bien. Oui, oui. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez démarrer, il n'y a plus personne dans la salle d'attente. D'accord, ok. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Donc, j'ai reçu quelques questions là par vos tuteurs. Donc, je vais évidemment y répondre. Et puis, un peu traditionnellement, je vais vous faire un petit exercice en direct d'exercice. Voilà, pour vous permettre de vous remettre dans le bain. Enfin, j'imagine que vous avez déjà révisé, mais pour vous, surtout, pas tellement sur le fond, mais pour vous rappeler quelques réflexes à avoir pour traiter au mieux les exercices. Voilà. Donc, pour les réponses aux questions, j'ai simplement repris l'illustration correspondante du cours et je vais faire quelques commentaires. Donc, on y va, c'est parti. La phalloïdine bloque-t-elle uniquement la dépolarisation des microferments ou bloque-t-elle aussi le… ouh là là, j'ai perdu le… Voilà. Ou bloque-t-elle aussi la polymérisation? Alors, donc j'ai repris la diapositive du cours.
La phalloïdine, telle que je vous l'ai dit, elle se fixe que sur l'actine polymérisée. Donc, en fait, elle bloque effectivement uniquement la dépolymérisation. Voilà. Alors, il faut beaucoup se méfier. Bon, ça, c'est ce que dit le cours et c'est donc ce que vous devez avoir en tête. Donc, dépolymérisation, mais pas polymérisation. Maintenant, une remarque, et puis d'ailleurs, c'est revenu dans pas mal de vos questions. Je fais une remarque un peu générale. Mais bon, pas spécialement, enfin si, d'une certaine façon, ça peut pour les QCM. Le mot uniquement en biologie, j'allais dire, bon, c'est pas un mot que j'aime beaucoup parce que il peut toujours y avoir des exceptions, c'est comme dans la vie. Et il faut toujours se méfier de ce genre de mots, toujours, uniquement. Bon. Mais bref, disons que officiellement, ça agit que sur la dépolymérisation. Voilà. Je passe à la dia suivante, si j'y arrive. Voilà. Donc, c'est bien ça. Hein, ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, la question était, une méthylation de l'ADN est-elle toujours associée à une inactivation ou peut-il être aussi associé à une activation? Alors, c'est une question intéressante. Je pense que je l'avais dit en cours, mais et effectivement, les deux propositions sont correctes. C'est-à-dire que la méthylation de l'ADN est, j'allais dire, dans la plupart des cas connus, associée à une inactivation. Donc, c'est toujours… Alors maintenant, c'est la même remarque que précédemment, c'est-à-dire l'utilisation de uniquement, toujours et toujours… enfin, excusez-moi. N'est pas… Et à prendre avec précaution. Et c'est un bon exemple, puisque effectivement, elle n'est pas toujours associée à une inactivation, elle est très souvent, dans la plupart des cas, associée à une activation, mais il y a des exceptions. Et une exception, c'est une des exceptions que je vous avais données dans le cours, donc qui concerne l'empreinte parentale, et notamment la lecture de l'empreinte. Donc je vous le rappelle, puisqu'on en parle. Donc là, formellement, la méthylation de la région DMR va agir comme activateur de la transcription de IGF-2, mais le mécanisme est indirect. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, je vous rappelle le mécanisme. Donc, vous rappelez que c'est une région qui a cette particularité d'être différentiellement exprimée entre les chromosomes d'origine paternelle et maternelle, que le chromosome d'origine maternelle exprime dans cette région uniquement c'est-à-dire transcrit uniquement le gène H19 du fait de la présence d'un enhancer à sa proximité, tandis que le gène IGF-2 qui est à côté sur le chromosome, lui n'est pas exprimé parce que le enhancer ne peut pas d'une certaine façon l'activer parce qu'il est bloqué par la présence d'un insulateur, d'une séquence insulateur qui s'appelle DMR. Et justement, cette séquence insulatrice est peut-être méthylée, et sur le brin, et ce qui confère cette expression différentielle entre le chromosome maternel et paternel, c'est que sur le chromosome maternel, cette région n'est pas méthylée, et comme elle n'est pas méthylée, elle permet la fixation d'une protéine, vous voyez ici en vert, cet ovale vert, qui est une… Bon, je vous ai appelé ça une protéine d'insulation. En fait, elle a un nom, hein, elle s'appelle CTCF. Il n'y a pas de raison de faire des mystères. Donc, cette protéine CTCF, elle va se fixer que sur cet ADN non méthylé. Voilà. Et donc, elle agit comme insulateur. Donc, IGF-2 n'est pas exprimé. Par contre, quand cette région est méthylée, cette protéine CTCF ne peut pas se fixer. Et dans ce cas-là, l'insulateur ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, IGF-2 est activé. Donc finalement, globalement, même si c'est indirect, la méthylation de l'ADN de ce silencer induit permet l'activation du IGF-2. Donc c'est une exception. Donc donc toujours se méfier de toujours. Alors, diapositive suivante. Ça va aller assez vite, en fait, hein, finalement, mais comme vous êtes redoublant. Alors, votre question. La méthylation des histones peut se produire sans méthylation de l'ADN, sans la méthylation de l'ADN, la méthylation. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Mais
Donc toujours un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a toujours des situations qui sont toujours les mêmes. Mais peut-il y avoir méthylation de l'ADN sans méthylation des histones? Vous décrivez le fonctionnement des méthylbinding de protéines qui, suite à l'élection, etc. Donc j'ai repris le schéma du cours. Alors effectivement, je suis d'accord que suivant le schéma du cours, ça peut prêter à confusion dans le sens où on a l'impression que c'est toujours, quand il y a de l'ADN méthylé, on recrute les NBD qui recrutent les histones méthyltransférases qui désacétylent les histones. Enfin, qui désacétylent et méthylent les histones. Donc ce schéma est évidemment correct. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est toujours comme ça? C'est-à-dire qu'est-ce que immédiatement, dès qu'il y a une méthylation de l'ADN, pof, il y a méthylation des histones? La réponse est non, il y a des exceptions. Je viens de vous en donner un où la méthylation de l'ADN n'aboutit pas forcément à une méthylation des histones, mais simplement à la fixation ou à la non-fixation de la protéine CTCF. Et donc référez-vous à l'exemple précédent. Donc, la réponse est non, mais de manière, c'est une réponse un peu générale en biologie, même si on a un mécanisme très fort, dire que c'est toujours comme ça, c'est impossible de le dire. Donc, vraiment, gardez ça en tête. Et dans les QCM, pour ce qui vous concerne plus directement, je pense, j'espère, qu'il n'y aura jamais d'ambiguïté de ce type. Mais gardez pour votre information que le jamais n'existe pas, enfin que toujours n'existe pas, juridiquement. Ok, donc, alors vous dites que les insulateurs servent de site d'attachement de la chromatine à la matrice. Cependant, est-ce que tous les insulateurs, vous voyez, c'est toujours la même question, est-ce que tous les insulateurs servent de site d'attachement ou certains se trouvent non fixés à la matrice? La même réponse, ça veut dire que, bon, je vais repris le schéma du cours pour mémoire, mais même réponse, c'est-à-dire que il y a des excès. D'abord, ce n'est pas si facile que ça, d'un point de vue expérimental, de déterminer systématiquement dans toutes les cellules si les insulateurs sont attachés à la matrice nucléaire. Ce n'est pas des expériences si faciles que ça, donc première remarque. Deuxième remarque, il y a des exemples où effectivement cet attachement à la matrice est régulé, comme tous les phénomènes biologiques. C'est pas statique, hein, une chromatine, et donc effectivement, c'est pas toujours attaché. Ils agissent comme insulateurs quand ils sont attachés, mais quand ils ne sont pas attachés, ils n'agissent pas comme insulateurs, et ça peut être régulé en fonction du stade du développement, en fonction du type cellulaire. Et donc, c'est encore une illustration de toujours, n'est pas un concept biologique d'une certaine façon. Il y a toujours une régulation quelque part. Enfin, j'espère que je vous aide dans la compréhension des questions. Alors, là, c'est plus une question plus de cours. Donc, pouvez-vous expliquer la composition des radios et notamment l'organisation des glycos? Bon, ça, je pense que c'est que vous n'avez pas complètement pris en fait ce que j'ai dit oralement. Donc, du coup, je l'ai écrit. Donc, j'ai repris la figure sur les radolipidiques et j'ai essayé de décrire un peu ce qui me semble important en commentaire de cette diapositive. Donc, les radolipidiques sont des plaques de la bicouche, c'est des microdomaines hein, de la membrane, donc enrichis en cholestérol et en glycosphéngolipides et en protéines GPI sur la feuillée externe. Donc ça répond directement à votre question. Il y a effectivement le feuillet externe est enrichi en glycosphéngos et en GPI. Sinon, pour rappel, petit microdomaine de 50 nanomètres peut couvrir une grande partie de la surface, mais pas tout. Hein. Et je vous rappelle donc qu'ils sont formés dans le Golgi, transférés à la membrane plasmique via les endosomes. Donc, il y a les rados, c'est vraiment spécifique de la membrane plasmique et donc on n'en trouve pas dans les membranes nucléaires, mitochondries, réticulum endoplasmique. On en retrouve en cours de formation dans le Golgi et les endosomes. Et je vous rappelle aussi, donc j'en profite, un rôle dans la compartimentation signalétique, la polymérisation, parce que ça permet de concentrer localement sur la membrane
des protéines et ce qui peut favoriser leur oligomérylation et donc leur fonction de protéines de signalisation qui, vous vous rappelez, peuvent dépendre d'homodimérylation ou d'hétérodimérylation des facteurs, des récepteurs concernés. Voilà, voilà. Alors, apoptose maintenant, donc vous dites que les protéines de la famille, c'est vrai que c'est un peu compliqué la famille BCL2, interviennent dans l'apoptose au travers de la voie, alors intracellulaire, ce n'est pas le mot correct, hein, c'est la voie intrinsèque, je pense qu'il y a eu une confusion, ce n'est pas la même chose. Hein. Alors c'est vrai que c'est intracellulaire, mais disons le terme correct, c'est intrinsèque. Pouvez-vous revenir sur le rôle des anti-apoptotiques dans cette voie intracellulaire? Donc j'ai repris la diapositive du cours et à gauche, je vous ai mis quelques commentaires correspondants. Donc d'abord, c'est la voie intrinsèque. La famille des protéines BCL2, c'est à la fois, c'est ça qui est un peu compliqué, entre guillemets, c'est une famille de protéines, donc qui dit famille dit plusieurs membres de la famille, mais dit aussi le leader, donc le chef de file de la famille. Alors, le chef de file de la famille, c'est BCL2. Et BCL2, c'est un inhibiteur d'apoptose. Et c'est un inhibiteur d'apoptose parce qu'il empêche, vous vous rappelez, dans la voie intrinsèque, c'est-à-dire la voie qui passe par la mitochondrie, il empêche le relâchement du cytochrome C qui se retrouve dans la mitochondrie et dont la libération dans le cytosol va déclencher en fait la cascade apoptotique. Donc, si vous empêchez la libération du cytochrome C, vous empêchez donc le déclenchement de la voie intrinsèque. Et c'est ce que fait BCL2, pas que, donc d'autres membres de la famille, entre guillemets. Alors pourquoi famille? Quand on dit famille de protéines, ça veut dire qu'elles ont toutes un peu les mêmes, elles partagent les mêmes séquences. Ça ne veut pas dire que les séquences soient identiques, mais elles sont ce qu'on dit homologues. Suffisamment proches pour qu'on puisse dire qu'elles dérivent du même gène ancestral. Donc, c'est le cas de la famille BCL2. Et il y a BCLXL aussi, qui, comme BCL2, agit comme anti-apoptotique qu'on retrouve dans les cellules, etc. Je vous rappelle que BCL2, c'est pour B-cell leukemia. Ça veut dire que c'est une protéine qui est surexprimée dans certaines leucémies, donc à cellule B, à lymphocyte B. Et c'est justement en étant surexprimée et en prévenant l'apoptose qu'elle déclenche donc cette accumulation de cellules de cellules. Mais il y a dans la même famille l'effet inverse. Et il y a des protéines qui vont être pro-apoptotiques toujours, parce que comme elles partagent les mêmes séquences, à un moment, elles les utilisent de manière antagoniste, si vous voulez. Et ces protéines vont favoriser la libération de cytochrome C, et donc vont favoriser l'apoptose. Les exemples connus, entre guillemets, c'est BAX, BAC, et BAC, c'est particulièrement connu puisque c'est une des cibles de la protéine P53. Je vous rappelle, P53 est induite en cas de stress. Elle a c'est un facteur de transcription qui peut donc induire l'expression d'un grand nombre de gènes, dont la protéine BAX. Et donc, en induisant l'expression de BAX, l'activation de P53 peut favoriser l'apoptose, qui est un mécanisme parmi d'autres, ce n'est pas le seul, un mécanisme de défense en face d'un stress. Si la philosophie, si vous voulez, c'est que si une cellule est très fortement endommagée, ben, il vaut mieux qu'elle se suicide par apoptose plutôt que de laisser dans les tissus des cellules très abîmées qui pourraient avoir des mutations dommageables, etc. Donc, il y a cette voie de... Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. L'activation de P53 peut aboutir aussi... D'abord, peut favoriser la réparation si les dommages ne sont pas trop importants ou, vous vous rappelez, je vous l'ai dit dans le cours, enclencher un processus de sénescence qui est opposé à l'apoptose dans le sens où dans la sénescence, les cellules ne meurent pas, mais elles sont incapables de se multiplier. Je vous rappelle aussi que la sénescence aussi peut entraîner la disparition de la cellule des tissus, non pas par apoptose, hein, évidemment, mais par le système immunitaire qui peut reconnaître les cellules sénescentes et les éliminer.
Donc, voilà un peu tous les commentaires que je pouvais faire sur cette voie. C'est des voies à la fois pro et anti-apoptotiques, très, très importantes, à la fois pour la compréhension des mécanismes de réponse au stress, mais aussi des mécanismes de formation de cancer, je vous l'ai dit, et aussi, évidemment, des thérapies anticancéreuses, puisque si, par exemple, dans le cas des leucémies à cellule B, il y a surexpression de BCL2, on peut avoir des stratégies pharmacologiques pour inhiber BCL2, comme le fait la protéine BAD. Donc, c'est des voies là qui sont simplifiées, hein, évidemment, mais qui sont extrêmement, et à rappeler que ce n'est pas la voie intracellulaire, mais la voie intrinsèque. Voilà, donc les questions, j'ai répondu. Alors, quelques exercices. Alors, bon, c'est un peu compliqué parce que là, du coup, on va le faire en direct et vous n'avez pas eu l'énoncé avant, mais tant pis, on va le faire ensemble, comme je fais un peu tous les ans. C'est pas forcément les QCM qui vont tomber à l'examen, je vous le dis tout de suite. Mais encore une fois, c'est plus un exercice pour avoir les bons réflexes. Je vous l'ai déjà dit l'année dernière, hein, mais je vais vous le redire. Avant de lire ensemble, enfin que je vous lise, vous allez le lire en même temps, c'est pour laisser un peu de temps pour vous imprégner dans le sujet. Donc une remarque générale, donc je vous le redis, quand vous avez une question avec une illustration, comme ici un tableau, mais ça peut être un gel, etc., vraiment je vous conseille plus que fortement de ne pas lire l'énoncé du QCM. Lisez dans l'ordre des choses. Lisez la légende, lisez donc le texte d'introduction, essayez de comprendre la figure, de comprendre le tableau. Le tableau, c'est toujours un peu compliqué pour rentrer dedans. Regardez les informations que vous avez. Faites-vous déjà, indépendamment de la question qu'on vous pose, faites-vous déjà une interprétation des données, faites-vous une idée des données déjà. Et après seulement, j'insiste, hein, après seulement, vous regardez la question et vous verrez, c'est magique, vous allez pouvoir répondre beaucoup plus facilement que l'inverse. C'est-à-dire que si vous lisez la question et qu'après, sans avoir regardé le tableau, par exemple, dans ce cas-là, et qu'après vous regardez le tableau pour répondre à la question, vous allez voir que vous allez vous embrouiller l'esprit beaucoup plus que si vous regardez le tableau avec l'esprit, j'allais dire, de manière naïve. Bref, ça c'est la théorie. Et la pratique, ben, on va lire ensemble, donc un peu comme si on était à l'examen. Des souris transgéniques pour P53, bon P53 ça vous évoque quelque chose, ont été croisées donc avec des, alors j'arrive pas à lire parce qu'il y a des messages qui se rajoutent, je vais un peu déplacer ça. Bref. Donc, des souris transgéniques pour P53 ont été croisées avec des souris invalidées. Alors, invalidées, c'est un mot que j'emploie assez fréquemment. Ça veut dire que vous vous rappelez, dans les méthodologies génétiques, de créer donc une perte totale du gène, ce qu'on appelle un KO, un knockout. Donc, invalidé, knockout, délétion du gène, tout ce que vous voulez. Donc, des souris invalidées pour le gène. Alors, MDM2, ça ne vous en rappelez pas forcément. C'est pour ça que je vous rappelle qu'il code pour un inhibiteur de P53 ou pour le gène codant pour la partie ARN matrice de la télomérase. La télomérase, on l'a rapidement évoqué, c'est une reverse transcriptase. Je sais qu'on vous en a parlé aussi en biologie moléculaire. C'est une reverse transcriptase qui est un peu particulière, spécialisée, associée à un ARN matrice qui va servir à compléter la réplication donc, de l'extrémité des chromosomes en ajoutant des répétitions spécifiques d'ADN qu'on appelle les répétitions télomériques. Donc, c'est ce qui permet de compléter la réplication et de permettre une réplication complète. Vous vous rappelez peut-être, je vous le rappelle, que la télomérase n'est pas exprimée dans toutes les cellules et tout au long du cours du développement, et notamment après la naissance, dans la plupart des cellules somatiques, il y a peu de télomérase. La télomérase est plutôt réprimée, il en reste un peu, pas beaucoup. En tout cas, pas suffisamment pour complètement permettre la réplication de nos extrémités de chromosomes.
Donc on perd, hein, vous vous rappelez, c'est quelque chose qui est maintenant assez classique. Dans nos cellules somatiques, chaque fois qu'elles se divisent, et elles se divisent pour renouveler nos tissus, dans la plupart des tissus, sauf certains tissus, donc on perd un peu d'ADN. Bon, c'est pas grave, on perd quelques nucléotides. C'est grave quand on en perd beaucoup. Et ça arrive quand on a fait beaucoup de divisions et au cours du vieillissement. Et là, dans ce cas-là, ça peut déclencher justement comme réponse la sénescence cellulaire. Donc ça, c'est un petit rappel de cours, hein. C'est ce que vous devez avoir plus ou moins en tête, je pense, en combinant ce que je vous dis en biocell et puis ce qu'on vous a dit en biomol. Bref, donc je reviens. À la limite, vous n'en avez pas besoin, hein, pour répondre à la question, hein, mais bon, c'est un petit rappel. Donc, je continue l'énoncé. Les croisements avec les souris de génotype TR-, donc qui sont en télomérase moins, ont été effectués avec des animaux issus alors, de la première génération après invalidation du gène TR appelé souris G1. Une génération, c'est une génération, hein. C'est papa-maman qui donnent des sourisseaux. Avec des souris issues de la 4e génération. C'est les arrière petits-enfants. Donc, c'est ce qu'on appelle les souris G4. Alors, pourquoi on fait la distinction? Alors, ça, je ne sais pas si on vous l'a dit en biologie moléculaire, mais peu importe. Ça découle de ce que je viens de vous dire. Donc, si vous avez des générations, donc il y aura de plus en plus de divisions cellulaires. Si vous le faites en absence totale de télomérase parce que le gène a été invalidé, ben vous allez perdre de plus en plus de télomères. D'accord. Donc, ce qui est vrai au niveau des divisions cellulaires est évidemment vrai aussi à un autre niveau, au niveau des générations. Alors, pourquoi on peut le voir au niveau de la souris? Bon, là, je fais encore une petite digression. C'est parce que les souris, enfin, plus exactement, les souris de laboratoire ont des télomères très longs, beaucoup plus longs que les nôtres, en fait. Et donc, du coup, quand on enlève la télomérase, au niveau de la première génération, G1, on voit que peu de changements, finalement, phénotypiques. Les télomères raccourcissent un peu, mais comme ils sont très grands, finalement, il n'y a pas d'effet majeur sur ce qu'on peut voir du vieillissement. Ça, ce que je vous dis, c'est l'interprétation classique. Par contre, il faut attendre plusieurs générations de croiser ces souris télomérase moins entre elles. Les télomères raccourcissent après chaque génération. Et la génération G4, on commence à voir des phénotypes qui ressemblent à un vieillissement prématuré. Donc en fait, nous les humains, on est un peu comme des souris G4, c'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas la télomérase, contrairement aux souris G1, on a des problèmes, ça fait des maladies qui sont des maladies, ce qu'on appelle progéroïdes, c'est-à-dire avec un vieillissement prématuré, alors qui sont différentes de la progéria de Hutchinson-Gilford dont je vous ai parlé. Vous vous rappelez le gène de l'alamine? C'est des progérias qui s'appellent des dyskératoses congénita et qui ont d'autres phénotypes, mais qui malheureusement pour les patients qui en sont atteints sont des maladies mortelles assez rapidement en fonction du type de mutation, mais bon, généralement ils ne dépassent pas 20-30 ans avec une aplasie médulaire et des problèmes de cancer. Donc les souris G4 sont un peu comme les souris humaines. Et après, si on pousse encore les générations de souris, G5, G6, G7, on a vraiment des souris qui maintenant miment un peu ces maladies humaines dont je viens de vous parler, de dyskératose congénitale. Bref, ce n'est pas le propos directement ici de cet énoncé. Vous avez remarqué que j'en profite pour faire quelques commentaires supplémentaires. Donc ici, on parle de radiosensibilité, a été évaluée par le temps moyen de survie d'une population de souris soumise à une dose létale de radiation ionisante, en l'occurrence 7 Gray. La longévité
est évalué par l'âge moyen correspondant à la mort de 50% d'une population de souris. L'apparition spontanée de tumeurs a aussi été déterminée au cours du vieillissement des souris. Les résultats de ces analyses phénotypiques pour une série de souris transgéniques sont donnés dans le tableau. Et surtout, vous ne regardez pas le QCM. Donc, je regarde le tableau. Alors, qu'est-ce que je vois? Bon, je vois la case, la colonne génotype. Bon, ben, ça revient à ce qui a été dit, hein, les P53, hétérozygotes, homozygotes, les G1, G4, j'ai bien compris que ça correspondait à télomérase. P53 plus moins G1, j'ai bien compris que c'était les croisements entre télomérase et P53. Pour G1 et pour G4, pour le P53 hétérozygote et homozygote. Il y a MDM2 dont on a déjà parlé. Et il y a le double mutant MDM2 P53 dont on a déjà parlé. Donc, tout ça, ça va bien. Viabilité, ben, c'est du 0 ou 1. Soit elles sont viables, soit elles ne sont pas viables. Parfois, elles ne sont pas toujours viables. Donc, c'est un sens de le faire. Les cancers, c'est ce qu'on m'a dit. On me dit le type de cancer, sarcome, lymphome, carcinome. Bon, d'accord, il n'y en a pas toujours. La radiosensibilité, elle est normale, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, où elle est augmentée, donc elles sont. Et puis l'âge, la longévité des souris, une souris, ça vit entre guillemets entre 2 et 3 ans, bon, 24 mois, 2 ans. Voilà. Alors j'essaye un peu de voir qu'est-ce qui se passe. Bon, une souris sauvage, ben, elle vit à 24 mois en moyenne. Ah, je regarde P53, il y en a un peu moins. Bon, homozygote encore pire. On développe des cancers. D'accord, donc bon, ça me rappelle des petits souvenirs, éventuellement ou pas d'ailleurs. Comme je fais des cancers, ben, je vis moins longtemps, tout ça, ça me paraît logique. Ah, les télomérases, qu'est-ce qui se passe? Ben, d'abord, les G1, ben, elles se comportent à peu près normalement, sauf quand même, c'est intéressant, elles ont une augmentation de la radiosensibilité, mais elles ne font pas spécialement de cancer, et les G1, G4 se comportent un peu pareil. Les G4 commencent à avoir des problèmes et elles vivent un peu moins longtemps. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, quand je croise mes G1 avec P53, là par contre, surtout hétérozygote, je vois vraiment des différences. Et là, je vois qu'il n'y a plus de cancer. Et même, je vois apparaître des carcinomes quand on le fait avec des G4 et je vois qu'elles vivent là maintenant de moins en moins longtemps, ces souris. Et donc ça, je le vois avec l'hétérozygote. Avec un phénomène accentué en G4. Alors avec les moins, le problème c'est que là, les souris, elles vivent très très peu, donc inférieures à 10 mois, et là elles font plein de cancers, donc c'est encore plus difficile. Donc je vois qu'il y a vraiment un phénomène explosif en couplant la perte de P53 avec la perte de télomérase, accentuée avec le nombre de générations de télomérase ou l'homozygosie de P53. MDM2, bon, ça c'est un peu une autre chose d'une certaine façon. Donc les souris, elles vivent à peu près normalement. Alors elles ont moins de radiosensibilité, tiens, c'est marrant, c'est l'inverse du télomérase. Et elles ne font pas de cancer. Un inhibiteur de P53, donc moins je fais d'inhibiteurs, et ben, ça veut dire que je dois faire plus de P53, je me dis dans ma tête. D'accord? Et c'est vrai qu'en moins, c'est encore pire. Donc, mais là, elles forment vraiment, elles ne sont pas viables. Peut-être que je fais trop de P53. Vous voyez, c'est un peu le type de raisonnement que vous pouvez vous faire dans l'absolu. Alors, comme c'est un inhibiteur et quand je fais le double croisement, ben en fait, tout retourne à la normale. C'est presque une cellule normale, sauf qu'elles ont une radiosensibilité très augmentée. Elles font quelques cancers, mais enfin, quand même, je récupère la viabilité alors qu'elles mourraient tout de suite, les M2-. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la perte de viabilité des souris MD-M2-, c'est dû au fait que je fais trop de P53. Effectivement, quand en plus j'ai de P53, ben, je suis viable, mais comme j'ai moins de P53, je fais plus de cancer. Tout ça, finalement, c'est logique. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous demandent dans les questions? Donc, alors, les résultats du tableau démontrent que l'absence de télomérase augmente la radiosensibilité des... Alors, démontre, hein. Démontre, ça veut dire que... Professeur, excusez-moi, Oui. vous avez sauté une question. Vous êtes à la question 2 actuellement. Oui, mais en fait, c'est moi qui me suis trompé parce que, bon,
j'ai fait des copier-coller d'autres exercices, mais en fait, c'est la question 1. D'accord. C'est la question 1 pour aujourd'hui. Donc, merci de me le faire remarquer, excusez-moi, mais il faut enlever question 1. De plus, les résultats d'abord démontrent que, alors, je reprends, l'absence de télomérase augmente la radiosensibilité des cellules. Donc, je regarde mes souris G1, G2. Tout d'un coup, vous me faites un doute, là. Ben oui, en fait, vous aviez raison. Je suis totalement désolé et je vous ai dit absolument n'importe quoi. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Et il y a effectivement une question 1. D'accord. Donc, ben, je réponds à la question 1. Les résultats du tableau démontrent que la taille des télomères des cellules des souris G4 est plus longue que celle du souris G1. Alors, là, ça peut vous poser problème dans le sens où on me parle d'une taille de télomère, alors que dans mon tableau, même si je sais que télomérase s'agit sur la taille des télomères, je n'ai aucune donnée sur la taille des télomères. Donc, que ce soit plus long ou plus court, de toute façon, je ne peux pas répondre. Donc, ça, c'est un point important. Hein. Ça veut dire que quand on dit démontre, ça veut dire qu'il faut absolument que vous ayez la donnée correspondante. Même si ça vous semble correct parce que ça correspond à un mécanisme que vous avez en tête, etc., et bien, si vous n'avez pas la donnée, vous n'avez pas la donnée. Donc, vous répondez faux. Hein. Ça, c'est un point important. La télomérase est indispensable au développement embryonnaire. Ben non, puisqu'elles sont viables, les G1, G4. Donc, ben, la réponse est non. Donc, non à l'item A, non à l'item B. Les chromosomes des souris G4 sont instables. Alors, même remarque que précédemment, c'est probablement vrai, puisque je sais bien que la télomérase, c'est important pour la stabilité des chromosomes. Mais je n'ai pas de données sur la stabilité des chromosomes dans mon tableau, donc la réponse est faux. La protéine P53 active l'expression de la télomérase. Alors là, je n'ai aucune donnée là-dessus, donc faux. La télomérase est impliquée dans la réparation des cassures de la double hélice de l'ADN. Je n'ai aucune donnée, donc tout est faux. Donc en fait, tout est faux à la question. Soit parce que le tableau nous dit que c'est faux, soit parce que je n'ai pas les données, je n'ai pas les variables qui me permettent de répondre. Donc, je passe vraiment à la question 2 maintenant, donc je reprends. L'absence de télomérase augmente la réponse est oui. Ben, c'est marqué dans le tableau. L'absence de télomérase est suffisante pour augmenter la susceptibilité de développer des cancers. Ben, la réponse est oui, puisque uniquement avec télomérase, j'ai plus de... Ben non, la réponse est non. Autant pour moi, pardon, vous voyez, je regarde avec vous. Il n'y a pas d'augmentation de cancer spontané. Donc la réponse est non à l'item B. Donc oui à l'item A, non à l'item B. Le gène P53 agit comme gène suppresseur de tumeur. Alors là, oui, parce que quand on a une perte de fonction de P53, on a une augmentation de cancer. C'est la définition même des gènes suppresseurs de tumeur. L'irradiation induit l'apparition de lymphome dans les souris P53-. Il suffit de regarder. Hein. Donc, il n'y a pas de... La réponse est non, parce qu'en fait, les cancers qu'on vous reporte ici sont les cancers spontanés, c'est-à-dire sans irradiation. Donc, comme je vous l'ai dit, la réponse est non par manque de données. On ne met pas les cancers induits par les radiations. Voilà. Les souris âgées développent plus de sarcomes. Ben, il n'y a rien qui me permette de le dire. Il n'y a pas, par exemple, je n'ai pas une comparaison souris jeune, souris vieille, par exemple. Donc, ce qui était vrai ici, c'est l'absence de télomérase augmente la radiosensibilité des cellules et le gène P53 agit comme un gène suppresseur de tumeur. Alors, diapositive suivante. Je vous j'enverrai à vos tuteurs les diapositives, hein, d'accord? Comme ça, vous pourrez regarder ça à tête reposée. Donc, je continue les questions sur le tableau. Proposition pouvant expliquer l'apparition de carcinomes dans les souris P53 hétérozygote G4, mais pas dans les souris G4. Alors, je regarde, parce que bon, avant de regarder les items, je regarde ces génotypes. Donc, P53 hétérozygote G4,
c'est ici. Alors effectivement, ça fait des sarcomes et de nombreux carcinomes. Et pas dans les souris G4. Alors les souris G4, que des lymphomes et des sarcomes, c'est-à-dire ce n'est pas le même spectre tumoral. Et voilà, on me demande comment expliquer que le fait d'être moins pour P53 fait qu'on ne voit plus les carcinomes. Donc oui, effectivement, c'est bizarre. Pourquoi il devrait y avoir encore plus de carcinomes puisque j'ai encore moins de P53. Alors, proposition pouvant expliquer. P53 est un oncogène. Bon, ça, c'est n'importe quoi. Des mécanismes indépendants. Vous avez une remarque? Non, j'entends des bruits. C'est bon? Bon, je continue. Des mécanismes indépendants de la télomérase pouvant augmenter la taille des télomères sont activés par la présence du gène P53. Alors, indépendant de la télomérase, ça irait bien, puisqu'effectivement, dans G1, G4, je n'ai pas de télomérase. Pouvant augmenter la taille des télomères sont activés par la présence des gènes P53. Ouais, bon. Je ne vois pas trop comment ça peut expliquer qu'on n'a plus de carcinomes. Les carcinomes apparaissent préférentiellement chez des souris âgées de plus de 12 mois. Ah, ça me plaît bien, parce qu'effectivement, les P53 G4, elles vivent moins de 10 mois. Donc, donc, ça veut dire que s'il y a des carcinomes qui apparaissent qu'après 12 mois, je ne les verrai pas dans les dans les P53 Donc ça me plaît bien. Donc c'est oui. Les cellules épithéliales en cours de transformation maligne meurent par une apoptose dépendante de P53. Oui, mais enfin, ça devrait être vrai pour les plus-moins aussi. Les cellules des souris plus-moins sont plus susceptibles d'être inactivées complètement pour la fonction que celles des souris plus-plus. Alors, réfléchissons, les cellules des souris plus-moins sont plus susceptibles d'être inactivées complètement pour les fonctions de P53 que celles des souris plus-plus. Donc, ça paraît un peu tiré par les cheveux, ce n'est pas vraiment une explication pour les carcinomes. Donc, le mécanisme, c'est que effectivement, c'est l'item B et C qui peuvent apporter des explications. Donc, ce n'est pas une démonstration, c'est juste des hypothèses, mais qui sont compatibles avec les données. Alors, un autre exercice différent. Les chercheurs réalisent des tests dans 2 lignées cellulaires. Pour vous montrer un exemple de Western blot, pour vous le rappeler. Donc la lignée A549 qui exprime une protéine P53 sauvage et la lignée H1299 qui n'exprime pas P53. Ils soumettent ces cellules à un stress grâce à un traitement à l'étoposide, qui est une drogue de chimiothérapie qui inhibe la topoisomérase 2 et donc bloque ainsi l'entrée en mitose des cellules. Je vous rappelle que la topoisomérase 2 est importante pour séparer les chromatides sœurs après la réplication et donc ce qui explique ce blocage. Donc la topo 2 est vraiment indispensable pour la mitose. Donc, c'est un petit rappel. Autant indiqué dans la figure, les cellules sont collectées, lysées, donc ça vous rappelle le cours sur l'analyse cellulaire, et analysées en immunoblotte avec des anticorps spécifiques des protéines impliquées sur la gauche. D'accord ? Les valeurs en pourcentage indiquées correspondent à la quantité de PL4 mesurée par rapport à la valeur T0. Donc, je ne regarde surtout pas les QCM. Qu'est-ce que je vois? Je vois donc plus ou moins une quantité croissante des toposides pour cette lignée A549, P53 sauvage, pour cette lignée H1299, P53-, d'accord. Là, je regarde une protéine PLP4, PLK4, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon. Excusez-moi, monsieur. Oui.
Oui, juste, je suis la tutrice. Est-ce que vous pouviez juste refaire un petit récapitulatif sur les items qui étaient vrais et faux sur l'ancien UCM, s'il vous plaît? D'accord. Merci beaucoup. Voilà, B et C. Mais de toute façon, je vous enverrai le PDF, d'accord? Merci. Alors, à propos de la figure 3, donnez là où les propositions exactes. Non, je reprends mes. Donc, PLK4, je ne sais pas ce que c'est, mais il ne nous l'a pas dit, donc je dois pouvoir répondre sans savoir. Qu'est-ce que je vois? Je vois donc, vous vous rappelez un immunoblot, hein, c'est une technique qui permet de visualiser une protéine spécifique après transfert, enfin après gel polyacrylamide FDS et transfert sur une membrane et hybridation avec un anticorps et révélation généralement par des réactions de luminescence ou d'autres. Il peut y avoir différentes façons de révéler. Donc quand c'est noir, c'est qu'il y a une bande qui correspond à l'anticorps qu'on a mis. Ici, on a mis un anticorps anti-PLK4. Donc là, je regarde PLK4 et je vois que quand je mets de l'étoposide dans cette lignée cellulaire, et plus je mets d'étoposide et moins j'ai de PLK4, c'est très clair. Ah, quand je regarde dans la lignée P53-, j'ai beau mettre de l'étoposide, ben PLK4, il s'en fout, je n'en ai pas. Quand je regarde P53, que je mets de plus en plus d'étoposide, je vois de plus en plus de P53, ça ne me surprend pas, puisque je sais bien que P53 est stabilisé en réponse à un stress génotoxique, qui est le cas pour un inhibiteur de TOPO2. Et je fais bien attention de regarder actine, puisque c'est ce qui va me dire que ce que je vois là est correct. Ça veut dire qu'actine ne bouge pas, ça veut dire que c'est un contrôle de charge, qu'on dit. Et j'ai déposé la même quantité de protéines, simplement spécifiquement, P53 augmente et PLK4 diminue. Et quand je regarde dans la cellule P53-, ben, il n'y a peu du tout de P53, ce qui est normal, parce qu'il n'y a plus de P53, donc la manip a été faite correctement. Donc maintenant, je peux attaquer les questions. Donc à propos de la figure 3, bon, peu importe le nom de la figure, donnez là où les propositions correctes. Alors, mesurer la quantité d'actine qu'on voit sur le western permet d'exclure que les différences observées, par exemple l'augmentation de P53, sont liées à des dépôts de quantités différentes d'extraits de protéines dans chaque... Ben oui, hein, donc c'est le contrôle de charge, on l'a dit, ça c'est une question facile. La figure 3 démontre que PLK4 en grande quantité provoque la dégradation de P53, donc ça ne démontre rien du tout. Effectivement, on pourrait, il y a une correspondance entre la quantité, correspondance inverse entre la quantité de PLK4 et P53, donc ça peut être une hypothèse éventuellement, mais en tout cas, ça ne le démontre pas. Ce n'est qu'une correspondance, donc c'est faux. La figure 3 suggère que P53 est responsable de la dégradation en conditions de stress. Alors, oui, ça le suggère, effectivement, ça ne le démontre pas, mais ça peut le suggérer, puisqu'on a encore une fois cette relation inverse, et qu'en plus, PLK4 n'est pas diminué quand on n'a plus de P53. La figure 3 suggère que P53 dégrade PLK4 par interaction directe. Non, parce qu'il n'y a aucune évidence ni même suggestion que PLK4 et P53 interagissent directement. Alors, il faut faire attention entre démontrer, suggérer et en accord ou en agrément avec. Donc, démontre, c'est qu'il n'y a pas d'autre hypothèse possible, hein, vous vous rappelez. Suggère, ça veut dire qu'il y a un élément dans l'expérience qui fait penser que c'est le cas, par exemple ici la relation inverse PLK4-P53, mais qu'il peut y avoir d'autres hypothèses. Et compatible avec, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'éléments qui le suggèrent, mais c'est compatible avec les données. Donc par exemple, si je prends l'item, la figure 3 suggère que P53 dégrade PLK4 par interaction directe, il n'y a rien qui le suggère, mais il n'y a rien contre non plus. Donc là, si l'intitulé était « La figure 3 est compatible avec l'hypothèse que P53 dégrade PLK4 », la réponse eût été vraie. D'accord ? Donc, voilà. Donc, les deux vraies réponses sont en rouge, la première évidemment,
Et là, l'item C, donc la figure 3, suggère que P53 pour les raisons que je viens de vous expliquer. Enfin, le dernier QCM que je vous ai préparé pour aujourd'hui, bon, on ne va pas tenir 2 heures, hein, mais bon. Vous avez peut-être des questions après. Lorsque des fibroblastes, alors donc je lis intitulé, lorsque des fibroblastes non transformés de souris sont transfectés, pardon. Alors vous rappelez la différence entre transformation, transfection, transduction. Hein, un petit rappel. Donc transformation, c'est un état précancéreux des cellules qui vont se mettre à proliférer sans point de contrôle, donc avec un cycle cellulaire dérégulé. Ça, c'est la définition de la transformation. Transfection, méthode chimique de l'ADN dans une cellule. Là, ce n'est pas le cas ici, mais je vous le rappelle, transduction, c'est un peu la même chose. J'ai introduit de l'ADN, mais grâce à un virus. Donc, j'ai transduit un gène par une infection virale. Hein. Donc, transformation, transfection, transduction. Donc, je reprends. Lorsque des fibroblastes non transformés de souris sont transfectés avec un gène RAS muté codant pour une forme constitutivement activée de RAS, donc ça vous rappelle quelque chose dans le cours sur la signalisation, ou RAS, qui est donc un intermédiaire de la signalisation de la voie des MAP kinases, qui doit normalement être activé par le récepteur, mais quand il est constitutivement activé, ben, il décharge tout le temps. Hein, ça arrive dans les cancers, je vous l'ai dit. Il n'y a pas d'augmentation du nombre de cellules pouvant croître dans une surcouche d'agar mou. Alors, l'agar mou, vous vous rappelez, je vous en avais parlé quand je vous ai parlé de RAS, c'est une des caractéristiques des cellules tumorales transformées de croître en agar mou, c'est-à-dire qu'une cellule normale a besoin d'interagir avec la matrice extracellulaire pour pouvoir se diviser normalement. Ça veut dire que quand elle n'a plus de contact avec la matrice, elle ne se divise pas, il y a une simulation qui le dit. Par contre, une cellule cancéreuse perd donc cette propriété, et donc elle n'est pas en contact, quand elle n'est plus en contact avec, elle n'a pas besoin d'être en contact avec la matrice extracellulaire pour se diviser, ce qui est une des raisons qui explique qu'elle se divise de manière anarchique. Et ça, expérimentalement, on peut le mimer. Alors, on n'a pas de matrice extracellulaire, on pourrait le faire, mais là, ce n'est pas le cas. On considère que la matrice extracellulaire, au moins pour la cellule, plus exactement, la cellule considère que la matrice cellulaire, c'est les attachements qu'elle fait avec le plastique, hein, c'est moins romantique, mais c'est comme ça. La cellule confond le plastique avec la matrice extracellulaire. Et donc en agar mou, c'est-à-dire quand il n'y a pas de contact avec le plastique, c'est un agar particulier, ben la cellule normale, elle ne se divise pas. La cellule cancéreuse transformée se divise. Lorsque ce gène RAS muté est transformé avec le gène déterminant la synthèse de l'antigène T du virus SV40, on observe une augmentation du nombre de colonies pouvant se former dans l'agar mou. C'est-à-dire quand vous avez RAS muté plus ce antigène T du virus SV40, on a maintenant des cellules qui sont transformées puisqu'elles se divisent en agar mou et qu'elles sont capables de proliférer en plus sans sérum. Alors, c'est quoi la capacité de proliférer sans sérum? Je vous rappelle que dans le sérum, quand vous cultivez des cellules en laboratoire, vous avez besoin de facteurs de croissance qui sont présents dans le sérum de veau fœtal. Mais vous vous rappelez aussi qu'une cellule cancéreuse, elle a une sécrétion un peu particulière qui est dite autocrine, c'est-à-dire qu'elle va sécréter elle-même ses facteurs de croissance. Donc elle n'a plus besoin des facteurs de croissance qu'on lui apporte dans le sérum. C'est-à-dire que même sans sérum, vos cellules, dans votre boîte de pétri, elles vont proliférer. Lorsque l'ADN complémentaire du gène P53 isolé à partir de cellules humaines, bon, il y a des fautes de frappe, hein, je suis désolé, à partir de cellules humaines normales et transfectées avec les fibroblastes de souris exprimant ou non le gène RAS muté, il n'y a pas de transformation cellulaire. Donc, pas de croissance en agar mou. Par contre, l'ADN complémentaire du gène P53, isolé à partir de cellules d'un carcinome de côlon,
appelé P53C est capable de transformer les formes. Donc, ça veut dire que quand on amène un gène additionnel de P53 muté à partir d'un cancer, P53C, là, RAS est suffisante pour transformer la cellule. La cotransfection du gène P53, donc C, et du gène de l'antigène T ne permet pas la transformation des cellules. Donc, l'antigène T dans la manip précédente, qui permet la transformation de RAS, n'est pas suffisant. Il est nécessaire en présence de RAS et d'un allèle P53 sauvage, mais pas en présence de l'allèle P53 consécutif. C, pardon. Enfin, des réarrangements inactivateurs du gène P53 apparaissent au cours de l'induction de leucémie murine par le virus de l'érythroleucémie de Fresnes. Bon, voilà, c'est une information. Alors, ces résultats suggèrent que P53 est un gène suppresseur de tumeur. Oui. Démontrent que le gène RAS muté et l'antigène T coopèrent pour transformer des cellules. Oui, puisque on sait que l'antigène T tout seul ne le fait pas. C'est ce qui est marqué, c'est ce qui est indiqué ici. On sait que RAS tout seul ne le fait pas. C'est ce qui est marqué ici. Par contre, ce qui est marqué ici, c'est quand on met RAS avec SV40, enfin l'antigène grand T, on a transformation. Donc, effectivement, il y a bien une coopération des deux pour transformer les cellules. Donc, la réponse est oui, c'est même une démonstration. Il n'y a pas d'autre hypothèse possible. C'est par définition le résultat de l'expérience. Je m'aperçois qu'il y a aussi une faute de rédaction lorsque ce gène RAS muté est transformé. Ce n'est pas le gène qui est transformé, c'est lorsque les cellules portant le gène muté sont transformées sont transfectées avec le gène. Donc, bon, il y a beaucoup de fautes, excusez-moi. Donc, je reprends, le vrai énoncé serait lorsque ces cellules exprimant le gène RAS muté sont transfectées avec le gène déterminant la synthèse. Voilà, ça c'est la vraie. Excusez-moi. Donc on était au 2, donc A correct, item A correct, item B correct. Ces résultats démontrent que le gène, que RAS muté et P53 coopèrent pour transformer les cellules. Non, puisque ça, c'est P53 sauvage, et quand on met RAS muté dans les cellules sauvages, P53, ou avec l'ADN complémentaire de P53, il ne se passe rien. Suggère une dominance de fonction de P53C sur P53, oui, puisque quand vous mettez donc P53C sur P53, vous avez donc, en présence de RAS, un effet de transformation. Ce qui veut dire que, c'est ce qui est marqué ici, ce qui veut dire qu'il y a un gain de fonction de P53C sur son allèle P53 qui est présent dans les cellules, hein, puisque vous faites une addition de gènes. Donc, qui dit gain de fonction dit dominance, donc de l'allèle P53C sur P53, démontre une interaction entre les produits du gène, évidemment pas, puisqu'il n'y a aucune évidence de biochimie qu'il y ait une interaction entre les produits des gènes P53C et antigène T. Voilà, donc les réponses, c'est A, suggère que P53 est un gène suppresseur de tumeur, B, démontre que le gène RAS muté et antigène T coopèrent pour transformer les cellules, suggère une dominance de la fonction de P53C sur P53. Écoutez, moi, de mon côté, c'est ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Alors, on a du temps. Je sais que classiquement, les autres années, vous vous rappelez, il y avait quelques questions un peu en direct auxquelles je ne promets pas de répondre, mais je peux promettre de faire mon possible pour répondre. Donc, la parole est à vous. Bonjour professeur. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Du coup, on a récupéré les questions, elles ne seront pas sur le chat pour qu'on puisse vous donner les plus pertinentes. Donc, du coup, pour la première question, un étudiant demande si P53 est trop fabriqué, quel est le problème? Alors, à ce attendez, moment-là? là, c'est moi qui suis perdu. QCM1. Pour quelle question? QCM1, normalement. Alors, c'est les toutes premières que je vous ai fait? Ouais. Oui, là, on reprend dans l'ordre. D'accord, ok. Donc, la question est quoi? Si P53 est trop fabriqué, quel va être le problème à ce moment-là? Excusez-moi, je vais vous demander de répéter. Si P53 est quoi? Et trop fabriqué, qu'est-ce que ça peut entraîner comme problème?
Ah, d'accord. Si vous voulez, quand vous avez une surexpression de P53, donc ce qui se passe dans les MDM2 ici, d'accord, vous allez vous rappeler, P53, ça fait de l'apoptose, ça fait de la sénescence, c'est-à-dire qu'en fait, très rapidement au cours du développement embryonnaire, toutes vos cellules vont être anormalement, parce qu'elles n'ont pas de stress, donc normalement, c'est de temps en temps, P53 agit comme facteur pro-apoptotique ou pro-sénescent. Mais là, c'est tout le temps, tout de suite, donc les cellules, elles n'ont pas le temps de faire des organes. Ou de... Est-ce que vous avez compris? Bah, Oui, c'est plus clair. Et quand vous en faites, vous savez, la biologie, je vais vous dire, la biologie, c'est une affaire de dosage. C'est-à-dire que trop, c'est pas bien, pas assez, c'est pas bien, d'accord? Et c'est le cas de P53. Quand vous faites trop de P53, vous allez, vos embryons, ils vont vieillir en accéléré, si vous voulez, d'accord? Donc, c'est pas viable. Ensuite aussi, c'est au niveau du QCM3. Certains Attendez, étudiants parce trouvent que que vous avez pas ouais. Celui-là? au niveau de... Non, le QCM3, celui d'après. Pardon. Ouais. Ils n'ont pas compris, ils avaient l'impression que vous n'étiez pas d'accord avec ce que vous avez dit à l'oral et ce que vous avez dit dans la correction sur le diapo. Ils ont raison, c'est vrai qu'ils ont... ils ont raison, je me suis contredit. Et c'est pour ça que vous me l'aviez redemandé. C'est vrai que j'avais présenté l'item B comme faux et qu'en fait, il s'avère juste. Donc, c'est bien vu. Alors, on va reprendre. Des mécanismes. Alors, la question, c'est... En fait, c'est un peu ambigu pour être honnête. Même moi, vous voyez, en relisant, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, comme on dit. Donc, proposition 3. Donc, question 3, pardon. Proposition pouvant expliquer l'apparition de carcinome dans les souris P53 hétérozygote G4, mais pas dans les souris moins. Alors, des mécanismes indépendants de la télomérase peuvent augmenter la taille des télomères, pouvant augmenter la taille des télomères, sont activés par la présence du gène P53. Donc, alors, en fait, pour moi, c'est faux finalement. Je l'ai mis juste là, mais c'est faux. Parce que ça ne permet pas d'expliquer l'apparition de carcinome. Même si vous faites des télomères plus longs, ce n'est pas parce que vous allez avoir des télomères plus longs que parce que vous avez P53 que vous allez faire des carcinomes. Donc, en fait, cet item est faux. Je suis désolé. Dans la version que... Donc, ce que j'avais dit spontanément à l'oral, quand j'ai passé les items sans donner la réponse, en fait, était correct. Pour moi, c'est faux. Ça ne le démontre pas. La vraie réponse, c'est l'item C. Les carcinomes apparaissent préférentiellement chez les... Ça, c'est vrai en plus. Et si vous voulez, donc là, je fais une digression. Les carcinomes, donc je vous rappelle que les carcinomes, c'est les cancers des épithélias, hein. À la différence des sarcomes, tissus mous, des lymphomes, etc. Donc, les carcinomes, classiquement, sont effectivement chez l'homme hein, les cancers qui apparaissent chez les personnes, disons, âgées d'un certain âge, qui sont les cancers donc, liés à l'âge, on va dire. C'est les cancers du côlon, c'est les cancers du poumon, bon, même si ce n'est pas uniquement l'âge, mais quand même, c'est les cancers du poumon, du sein, etc. C'est des cancers qui apparaissent avec l'âge de manière normale. Donc, c'est des carcinomes. Chez les souris, la souris de laboratoire, j'allais dire sauvage, normale, même avec l'âge, elle ne développe pas ou très peu de carcinomes, en fait, de manière spontanée. C'est ce qui a marqué hein, sur le tableau, elles vont développer des lymphomes et des sarcomes. Donc, le fait que ces souris G4, P53 hétérozygotes développent des carcinomes, ça a été vraiment une découverte très importante. Ça a été publié dans Nature, dans le célèbre journal Nature, donc quand ça avait été trouvé il y a déjà pas mal de temps. Pourquoi c'était très important? Parce qu'en fait, on avait là un modèle de souris, c'est G4, P53 hétérozygote, qui mimait, si vous voulez, un peu l'apparition des carcinomes avec l'âge chez l'homme, donc donnant un modèle expérimental pouvant de mieux comprendre l'apparition avec l'âge de ces carcinomes et donc aussi des traitements. Donc, c'était... Alors, pourquoi dans ces souris hétérozygotes et pas moins, c'est ce qui est marqué, c'est qu'effectivement,
Les P53-, elles meurent très rapidement parce qu'elles font plein de cancers tout le temps, des lymphomes. Donc, elles n'ont pas le temps de développer ces cancers avec l'âge. C'est pour ça que c'était… Mais cet item B ne permet pas d'expliquer les carcinomes avec l'âge dans les plus-moins versus moins-moins. Donc, vous enlevez… Je vous enverrai… Vous voulez que je vous envoie le PDF ou vous avez… ou c'est pas la peine, là, je m'adresse au tuteur. Bah oui, du coup, oui, si vous Ouais, je pouvez vais le vous faire. envoyer le c'est ça. PDF avec les corrections. Alors, je vais corriger ça et puis pour le dernier item, là, pour le dernier QCM, là, l'énoncé, il y avait des sortes de fautes dans les phrases. Quelques fautes, je vais les corriger. OK? D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, si on peut passer à la question suivante, c'est bon pour Ouais, vous? bien sûr. Alors, c'était pour justement, c'était pour cet item-là. Si vous pouvez revenir sur l'item D, s'il vous plaît. La figure 3 suggère que P53 dégrade PLK4 par interaction directe. Il y a des étudiants qui voulaient qu'on revienne dessus, s'il vous plaît. D'accord. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait la distinction entre l'énoncé suggère et l'énoncé est compatible avec. Donc, suggère que P53 dégrade PLK4 par interaction directe. Ça voudrait dire qu'on ait un argument expérimental qui nous fait penser que l'interaction peut être directe. Ici, ce n'est pas le cas. On a une corrélation entre la dégradation de P53, enfin la dégradation de PLK4, la disparition de PLK4 et l'activation de P53, ça c'est clair. Donc ça suggère que P53 est responsable, mais ça ne dit pas en rien si c'est direct ou indirect. Par exemple, si on avait en plus de ce Western blot une expérience de co-immunoprécipitation qui montrerait que P53 qui a une co-immunoprécipitation de P53 et de PLK4, par exemple. Dans ce cas-là, ça suggérerait que l'interaction est directe, mais ça ne le démontrerait pas. Vous vous rappelez, quand on a une co-immunoprécipitation, il peut y avoir des protéines en sandwich entre les deux. Donc, ce n'est pas forcément une interaction directe, mais quand même, ça démontre au moins que P53 et PLK4 sont dans le même complexe. Donc, dans ce cas-là, ce serait, si on avait un co-IP entre P53 et PLK4, pour l'item, la figure 3 suggère que P53, la réponse serait oui. Si vous voulez, c'est toujours pareil dans tous ces items-là, et ce qui, je sais, est difficile pour vous, mais bon, c'est le jeu à faire, c'est que vous répondez par rapport aux données que vous avez. Vous n'inventez pas des expériences qui ne vous ont pas donné, même si vous pensez que c'est correct dans l'absolu. D'accord? Et aussi, on avait une petite question, donc c'est pas vraiment sur l'expérience, mais elle nous a été remontée après qu'on vous a envoyé le mail sur les questions du début. Dans un des QCM des séances de tutorat, j'avais posé une question. Si quand PRB est phosphorylée, elle est inactivée. Est-ce que c'est juste ou est-ce qu'il faudrait préciser hyperphosphorylée? Oui, je préférerais que j'étais hyperphosphorylé parce que c'est vraiment la façon dont je l'ai présenté dans le cours, au cours de la transition G1S, où il y a une double phosphorylation séquentielle de PRB. Et pour éviter toute confusion, je pense qu'il aurait fallu mettre hyperphosphorylé pour être en accord avec le cours. OK? Et je crois même que je le dis oralement, il me semble. Oui. On a une autre question, donc ça c'est par rapport au cours aussi. Concernant la culture des cellules immortelles qui sont non transformées, est-ce qu'elle est possible cette culture en milieu semi-solide? Alors, qu'est-ce que vous appelez en milieu semi-solide? C'est de la garmouche, j'ai de la gare. La gare mou. Alors, attendez, Ouais. donc, votre question, c'est quoi? Par rapport à la culture des cellules immortelles qui sont non transformées, est-ce qu'elle est possible dans un milieu semi-solide? OK. Donc, la réponse est non. C'est pour les raisons, d'ailleurs, je viens de le dire, je l'ai redit aujourd'hui. Une cellule immortelle non transformée, ça existe. Mais généralement, elles sont immortelles généralement parce que justement, vous réactivez la télomérase. D'accord? Mais elles gardent toute leur voie de signalisation normale, simplement elles ne sont pas limitées par leur télomère. D'accord? Donc c'est par exemple un fibroblaste normal
dans lequel vous allez exprimer la télomérase, vous avez la cellule que vous décrivez, c'est-à-dire une cellule immortelle non transformée. Mais cette cellule, elle ne poussera pas en agar mou parce qu'elle garde ses voies de signalisation normales et elle a besoin d'un contact avec la matrice extracellulaire pour se diviser. C'est clair? C'est parfait, merci. Et du coup, on a plus de questions pour vous. Ah bon? Ben, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Bon, l'année a été plus que bizarre et je vous souhaite le meilleur des futurs, quels qu'ils soient, et surtout de finir rapidement cette année 2020 dans de la meilleure façon possible. Voilà. Okay. Et on voulait aussi vous remercier d'avoir pris du temps du coup pour faire cette séance de révision. C'est quand même bien. Allez, bonne chance. Je vous reverrai au moment de l'examen. Merci. Allez, au revoir et bonne chance surtout. Bonne fin d'année. Merci.